Bien, mesdames et messieurs, merci d'être venus à cette heure parfois difficile à gérer entre le repas et le travail. Donc, oui, j'ai eu cette idée de ce cycle parce que vous avez sans doute vu, notamment ici au Petit Palais, de nombreuses expositions ou autres conférences d'ailleurs sur ce thème de la Belle Époque, mais qui est toujours présenté d'une façon un petit peu enjolivée ou en tout cas favorable, sans voir évidemment tous les aspects. Et il m'a semblé utile, pour des publics avertis comme le vôtre, de compléter cette image toujours un petit peu flatteuse par un regard un peu plus équilibré, en s'intéressant notamment à la vie du grand nombre, puisque souvent les images qu'on nous donne, c'est la très bonne société, l'aristocratie, la grande bourgeoisie, les artistes, les intellectuels, mais finalement ça ne représente qu'une toute petite partie de la population parisienne, et cette grande partie de la population parisienne mérite elle aussi d'être connue et de comprendre aussi sa vie et ses problèmes. Donc c'est un petit peu ça l'axe général de ces conférences. Vous le verrez d'ailleurs avec les thèmes, puisqu'il y aura pas mal de thèmes autour de la vie quotidienne, de la vie des classes populaires ou des classes moyennes, sans oublier, bien entendu, les milieux supérieurs, mais en leur donnant une place moins importante qu'on ne donne d'habitude. Alors cette idée de la Belle Époque, elle n'est pas si ancienne que ça, en fait. On croit que c'est une notion très ancienne, mais comme l'a montré mon ancien collègue Dominique Khalifa, dans un ouvrage qui s'intitule « La véritable histoire de la Belle Époque », cette expression même de Belle Époque, en fait, ne date que des années 1940, alors qu'on croit toujours que c'est juste au lendemain de la guerre de 14 que les gens, regrettant le bon temps, après évidemment le drame de cette guerre de 4 ans, auraient construit ce mythe. En fait, ce mythe s'est construit plus tardivement dans un autre drame, dans le drame de la guerre de 40, et pendant cette période sinistre de l'occupation et du régime de Vichy. Alors, pourquoi ce décalage? Eh bien, c'est parce que justement les gens de 1940 avaient eu l'illusion, après la victoire de 1918, que la France était repartie. Il y a une euphorie de la victoire en 1918, donc il n'y a pas besoin d'inventer une belle époque en 1918. La France a gagné, la France a souffert, mais la France a quand même montré qu'elle était encore une grande puissance. Mais évidemment, en 1940, on ne peut plus croire cette illusion, et donc on a besoin de s'en créer une, et on essaye de se reporter dans ce passé un peu mythique des années 1900. Mais évidemment, comme tout mythe, il est utile à comprendre parce qu'il permet de comprendre pourquoi les gens ont inventé ce mythe. Mais en même temps, nous, en tant qu'historiens, enfin, en tout cas, je suppose que vous êtes amateurs d'histoire, sinon historiens, vous voulez aussi savoir ce que vraiment les gens ont vécu et pas simplement ce qu'on a imaginé après coup qu'il avait vécu. Et ça sera donc un petit peu l'axe de ces conférences et l'axe de ma conférence initiale aujourd'hui. Alors je l'ai intitulé en jouant un petit peu sur les mots Nouveau Paris, Paris Nouveau, évidemment en utilisant les deux sens du mot Paris, évidemment le nom de la capitale, mais aussi le nom d'une sorte de défi qu'une capitale a relevé. Et c'est bien le problème de Paris après 1880, ou même après 1871, mais enfin surtout après 1880, quand la ville redevient vraiment la capitale de la France, puisque vous le savez sans doute, au moment de la chute de la Commune et au moment où les troupes de Versailles ont conquis Paris, Paris a perdu son statut de capitale, le gouvernement ne siège plus à Paris, il se retrouve à Versailles. Et 1880, au contraire, c'est la décision de revenir à ce nouveau statut de capitale. Et c'est aussi l'idée qu'il faut ancrer le régime républicain dans la ville, puisque nous sommes dans une ville qui a quand même été modelée principalement par Napoléon III sous le Second Empire, antérieurement par des monarchies ou par le Premier Empire. Et donc il faut que ce régime soit visible dans le paysage, dans les rues, dans les noms, dans les monuments de cette ville. Et ça va être un des premiers paris. Comment faire de Paris, capitale de la monarchie, capitale de l'Empire, la capitale de la République? Deuxième pari, ça va être comment se relever de ces ruines. Il ne faut pas oublier
Donc ça, c'est le plan en général. Donc c'est ce que j'appelle le premier point, la troisième transformation. C'est ça ce que je suis en train d'essayer de définir. Qu'est-ce que c'est que cette troisième transformation qui se passe à partir des années 1880 jusqu'à la guerre de 14. Ensuite, nous analyserons la société parisienne dans ses diversités. Et puis, nous verrons les facteurs nouveaux d'innovation en termes culturels. Donc, je mets cette image évidemment volontairement symbolique. C'est quel est l'état de Paris en 1871 ? C'est un champ de ruines à cause à la fois des bombardements, les bombardements des Allemands pendant le siège de Paris, puis les bombardements des armées de Versailles pour affaiblir et remettre en cause la commune, puis ensuite la conquête de la ville par les troupes et les incendies déclenchés par les communards pour essayer de retarder cette avancée des troupes. Donc une ville dans une situation dramatique qui a su faire un siège, 2 sièges, même le siège de 70 puis le siège de 71, et qui a ensuite été le théâtre de massacres terribles pendant ce qu'on a appelé la semaine sanglante, puis ensuite la répression qui a suivi. Donc nous partons vraiment, non pas d'une table rase, Paris n'est pas complètement détruite, mais enfin d'une ville traumatisée, d'une ville qui a subi quand même un drame, enfin plusieurs drames successifs. Donc c'est un vrai pari, effectivement, d'essayer d'arracher Paris à ses mauvais souvenirs et de lui proposer un nouvel avenir. Et ça va être un petit peu l'enjeu de cette période que nous appelons rétrospectivement la Belle Époque, mais qui n'est pas évidemment vécue comme cela par les contemporains. Et parmi ces transformations, il y a bien sûr continuer la mue parisienne. C'était le grand projet de Napoléon III et d'Haussmann, rendre Paris une ville moderne avec des grandes pénétrations, des grands boulevards, des grandes avenues, remodeler les quartiers, agrandir l'espace de la ville en annexant les petites banlieues autour, et pour créer le Paris que vous connaissez des 20 arrondissements. Mais quand le régime de Napoléon III s'effondre en 70, le travail n'est pas terminé. Donc il va falloir, pour la Nouvelle République, continuer ce travail et en particulier intégrer convenablement les nouveaux arrondissements qui sont encore des communes très mal équipées. Il n'y a pas de mairie partout, il n'y a pas d'équipement scolaire suffisant pour faire face à l'augmentation de la population et à l'obligation scolaire qui va s'imposer à partir de 1880. Il n'y a pas évidemment les équipements sanitaires, les hôpitaux, les égouts, les adductions d'eau qui seraient nécessaires pour une population qui va continuer de croître de façon considérable. Et puis, il faut continuer le travail de transformation des rues. Et là, vous avez par exemple une vue de la percée d'une nouvelle rue dans le 15e arrondissement qui est un de ces établissements, un de ces arrondissements récents qui ont été rattachés à la ville. Alors, pour vous montrer comment c'est un enjeu important, cette transformation de la ville, il faut aussi prendre en compte des données démographiques. Vous avez ici la courbe de la population parisienne. Alors, c'est une courbe qui n'a jamais cessé de grimper, comme vous le voyez, mais qui connaît en quelque sorte son maximum pendant ces années-là. Vous voyez, la courbe de Paris monte jusqu'aux années 1910-1911, puis commence à connaître une sorte de palier. C'est le maximum historique, plus de 3 millions d'habitants, alors qu'aujourd'hui, on est à peine à 2 millions. Donc, on est au moment où la ville est la plus densément peuplée de son histoire. Mais cette croissance, pourquoi elle se stabilise ? C'est parce que, parallèlement, vous avez la croissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue, c'est-à-dire les communes environnant la ville-centre. Et là, au contraire, vous voyez, la courbe s'accentue encore et compense en quelque sorte la stagnation de la ville-centre. Et puis, vous avez globalement une accélération dans les banlieues. J'ai pris l'exemple de Boulogne-Billancourt et qui connaît une croissance phénoménale en quelques années. Donc, on a une répartition différente de la population, mais justement, ça pose des problèmes urbains particuliers qu'il va falloir résoudre au cours de cette période. Deuxième aspect, ces nouveaux Parisiens qui affluent à Paris, plus d'1 million de nouveaux Parisiens, et encore certainement plus, puisqu'il y en a qui vont et qui viennent, qui vont dans les deux sens, viennent de régions de plus en plus diversifiées, comme le montre cette carte,
Jusque-là, on était surtout dans la France du Nord-Est, hein, qui attirait en priorité les Parisiens, le grand bassin parisien, plus quelques excroissances du côté du Nord et du côté de l'Est. Eh bien, vous voyez que maintenant, la zone d'attraction de Paris s'étend au-delà, en direction de la Normandie, en direction de la Bretagne, en direction du Massif central, et même jusqu'assez loin de Paris, puisque les départements du sud du Massif central maintenant sont concernés. Hein, c'est la fameuse migration des Auvergnats, des gens de l'Aveyron, des gens de Lozère, etc., qui commencent à venir à Paris pour travailler, alors que jusque-là, ils restaient plutôt dans leur région d'origine. Donc une population beaucoup plus diversifiée et beaucoup moins, finalement, urbaine que n'étaient les Parisiens antérieurs. Et cet afflux de population ne va pas se répartir évidemment de la même façon selon les arrondissements. Alors ça, c'est une carte évidemment peut-être un peu compliquée à lire parce qu'elle a des couleurs qui à mon avis ne sont pas très, très parlantes. Mais enfin, en gros, si vous êtes dans les arrondissements très rouges, vous êtes dans les zones les moins bien équipées, c'est-à-dire où le confort des logements est le plus médiocre, et comme par hasard, vous constatez que ce sont tous les arrondissements récents, le 15e, le 14e, le 13e, le 12e, le 20e, le 19e et une partie du 18e. Donc ces arrondissements qui ont été annexés en 1860, qui étaient des demi-banlieues, qui avaient des logements de très mauvaise qualité, eh bien, ça continue d'être le cas. Et comme c'est là où les nouveaux arrivants vont se mettre en priorité parce que les loyers y sont moins élevés, les conditions de vie vont évidemment s'aggraver à cause de cet entassement supplémentaire. Entre cette zone rouge, entre guillemets, et le centre, vous voyez qu'il y a des arrondissements intermédiaires qui sont en violet, dont la qualité de logement est un peu meilleure, mais enfin n'est pas forcément très satisfaisante. Et seule la partie en bleu foncé, qui donc se situe, vous le voyez, presque exclusivement à l'ouest de Paris, dans le quartier du 8e arrondissement, donc le quartier où nous sommes en ce moment, le 16e arrondissement, enfin la partie est du 16e arrondissement, une partie aussi du 17e arrondissement, donc ce qu'on appelle vulgairement les beaux quartiers. Il n'y a que là où véritablement, selon les normes de confort de l'époque, il ne s'agit pas de projeter de façon anachronique nos normes, mais enfin, disons l'accès à l'eau, l'accès à du tout à l'égout, des qualités de bâtiments suffisants, ça ne se retrouve donc que dans cette zone. Donc on voit bien qu'il y a une ségrégation par le confort qui s'est installée, qui n'est pas nouvelle, mais qui s'est accentuée du fait même de l'arrivée de nouvelles populations, puisque les plus pauvres vont se concentrer dans les zones les moins agréables, et seule une minorité riche va pouvoir bénéficier de ce confort moderne. Donc j'insiste un petit peu là-dessus parce que souvent, dans les films, dans les images photographiques qu'on a conservées de cette époque, dans les témoignages qui sont souvent écrits par des intellectuels ou par des mémorialistes qui appartiennent à la bonne société, on parle surtout de ces quartiers chics, de ces quartiers agréables. Et évidemment, la vision qu'on a de la vie dans cette ville est un petit peu faussée, puisqu'on oublie les 2/3, voire les 3/4 de la population qui ne bénéficie évidemment pas de cet agrément. Vous avez en ce moment même, je fais une petite incidente, vous avez à ce moment même à Paris, au musée Carnavalet, une exposition qui a pas mal de succès sur Proust et la vie de la famille de Proust, des amis de Proust, du milieu où vivait Proust. Et évidemment, c'est exactement ce type de quartier qu'on retrouve, mais bien entendu, on sait bien que ce n'est pas représentatif de la très grande masse de la population. Donc pour les édiles, pour le gouvernement, puisqu'on est quand même dans la capitale, ces décalages, ces écarts sociaux, ces différences très visibles dans la ville sont une question à résoudre. Alors malheureusement, ils ne pourront pas la résoudre, en tout cas ils ne la résoudront que de façon très partielle dans cette période, et ça va rester un problème majeur de la ville de Paris jusqu'aux années 50 et 60, avant qu'il y ait les grandes rénovations qui vont concerner justement ces quartiers pauvres de la périphérie.
Alors, en dehors de ces problèmes d'urbanisme tout à fait classiques et qui sont un petit peu séculaires, puisqu'on en a encore des séquelles jusqu'à nos jours, il y a donc ce problème de l'intégration du nouveau régime dans cet espace urbain qui a été jusque-là un espace magnifié ou utilisé par des régimes de type monarchique. Alors, ici, je ne vais évidemment pas développer, parce qu'il y aura, la semaine prochaine d'ailleurs, une conférence spécifique orientée autour des problèmes politiques parisiens dans cette période, mais je voudrais simplement évoquer une ou deux aspects de cette républicanisation de la ville. Cette républicanisation, elle suppose d'abord changement des noms. Vous savez qu'à chaque changement des régimes, en France, on change les noms des rues ou des places. Eh bien là, il va y avoir un changement massif des noms des rues et des places, puisque énormément de rues sont liées aux souvenirs des rois, des empereurs, des généraux liés à ces régimes. Et quand vous regardez les noms que la République va choisir, vous voyez très bien une certaine relecture de l'histoire de France. Je prends deux exemples. La rue de la Convention, aujourd'hui ça nous paraît une rue tout à fait ordinaire et qui n'a pas de connotation particulière, mais c'était quand même la volonté de magnifier, de rappeler le souvenir du régime qui avait fondé la République en France, la Convention nationale. De même, il y aura une place de la République, ça elle est plus connue puisqu'elle est dominée par une grande statue, et une avenue de la République. Donc on veut vraiment mettre la République dans le paysage. Et puis il y a la magnification aussi d'un autre régime moins célèbre, en tout cas qui a eu moins bonne presse dans l'histoire, c'est la Deuxième République, avec notamment ces figures qui l'ont fondée. Raspail, avec le boulevard Raspail, qui est ouvert pendant cette période, l'avenue de Ledru-Rollin, dont le nom remplace le nom d'un général, le boulevard Barbès, qui lui aussi remplace le boulevard d'un autre général. Enfin, un peu plus tard, il faut le temps évidemment que la République s'installe, on va consacrer des avenues aux grands fondateurs de la République, Gambetta et Jules Ferry. Et puis, il y a une autre manie de ce régime, vous le savez, ça a été étudié tout particulièrement par mon ancien directeur de thèse, Maurice Agulon, c'est ce qu'on a appelé la statuomanie. Paris a été envahi de statues pour exalter soit des personnages historiques patriotique, Jeanne d'Arc qui a droit à ces deux statues à Paris, pas seulement une seule, mais deux, et évidemment des grands bienfaiteurs. Et ici, je vous ai mis la statue de Raspail, qui évidemment est à l'entrée du boulevard Raspail, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui avait la double vertu d'être à la fois un républicain ardent de 1948, mais qui avait aussi été un bienfaiteur en tant que médecin qui soignait les pauvres. Donc on a une volonté de créer une symbolique pour enraciner le régime dans la ville. Après cet premier point, où j'ai donc un peu tracé un tableau général de cette transformation que connaît Paris sur le plan population, sur le plan du confort ou de l'inconfort et sur le plan de la symbolique, je vais entrer un peu plus dans le détail de la vie quotidienne des habitants, en parlant donc des ombres d'une ville divisée. Alors cette connaissance de Paris nous est fournie par toutes sortes de textes, toutes sortes d'images, toutes sortes de documents. Je vais m'appuyer d'abord sur une citation d'un auteur célèbre, Émile Zola, qui publie précisément à la fin du XIXe siècle, en 1897, un roman dont le titre est tout simplement Paris. Et dans ce roman, ce n'est pas un des romans les plus célèbres de Zola, même s'il est très intéressant sur un plan historique pour comprendre un peu comment un contemporain voyait la société de son temps, il y a un petit passage que je vous ai cité ici sur cette diapositive qui montre comment un personnage qui est monté sur la butte Montmartre, c'est évidemment un des endroits où on peut voir Paris dans son ensemble, se représente les divisions sociales de cette ville. Et je lis brièvement, même si vous pouvez évidemment suivre en même temps que moi. Pierre encore en avait mieux distingué les grandes divisions de cet océan humain. La ville du travail manuel, là-bas, à l'est et au nord, avec le ronflement et les fumées des usines.
La ville de l'étude, de l'intellectuel labeur, si calme, d'une si large sérénité, au sud, de l'autre côté du fleuve, donc là il s'agit du quartier latin. Tandis que la passion du négoce était partout, montant des quartiers du centre où se ruait la bousculade des foules parmi le continuel fracas des roues, et que la ville des heureux, des puissants, en lutte pour la possession du pouvoir et de la richesse, déroulait à l'ouest son entassement de palais dans l'incendie peu à peu sanglant de l'astre à son couchant. Donc évidemment, c'est une vision un petit peu simplificatrice avec le Paris des classes populaires, des usines, du travail, le Paris du commerce, le Paris du négoce, le Paris des affaires au centre, et puis le Paris des intellectuels au sud, et à l'ouest, donc le Paris des rentiers, le Paris de la Belle Époque au sens mythique du terme. Donc on voit bien que cette représentation est très bien comprise, et en tout cas visible, puisque le roman de Zola va être lu par des centaines de milliers de lecteurs. Donc les gens sont parfaitement conscients d'être dans une ville que j'appelle divisée, avec des grandes fractures qui séparent les classes sociales et qui séparent les activités. Alors ces grandes fractures, on peut aussi les appréhender à travers des documents moins littéraires et qui nous font des comparaisons dans l'espace avec d'autres villes comparables, puisque évidemment Paris en France est un peu unique, mais on peut comparer à d'autres capitales. Est-ce que la situation des habitants des autres capitales est meilleure ou moins bonne que celle des Parisiens? Eh bien, un statisticien de l'époque, Jacques Bertillon, en 1891, dans une introduction d'un recensement, nous écrit, ce que vous pouvez là aussi lire aussi bien que moi, à Londres, où elle a toujours été beaucoup plus rare qu'à Paris, la phtisie, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la tuberculose, passe en un demi-siècle du taux de 286 décès pour 100 000 habitants à celui de 161 seulement. À Berlin, la phtisie était en 1871-1880 à peu près ce qu'elle est aujourd'hui à Paris, 353 décès, 358 à Paris, mais elle a diminué considérablement depuis cette époque. Elle n'est plus aujourd'hui que de 211. C'est à Vienne que l'amélioration a été la plus remarquable. La phtisie dans cette ville causait, il y a 25 ans, 705 décès pour 100 000 habitants. C'est une des villes les plus cruellement décidées par la phtisie. Progressivement, ce chiffre s'est abaissé à 319, son taux actuel. Je résume ce que nous dit ce statisticien. Paris, finalement, n'a pas une bonne situation sanitaire, puisque les autres capitales ont été touchées, évidemment, par ces phénomènes, comme toutes les grandes villes de l'époque, mais elles ont réussi à améliorer notablement la situation. Alors que Paris se retrouve, finalement, en queue de peloton. Elle a fait des progrès, mais elle est en queue de peloton par rapport à ces villes. Ce qui veut dire que pour la masse de la population, vivre à Paris, enfin, certains d'entre vous le savent aussi, n'est toujours pas une partie de plaisir, parce qu'on y est plus malade qu'ailleurs et qu'on y contracte plus qu'ailleurs certaines maladies. Les événements récents nous ont confirmé d'ailleurs que les taux de contamination dans la région parisienne ont toujours été supérieurs à ceux des autres régions. Donc vous voyez, c'est un phénomène lié évidemment à l'entassement, lié à l'époque surtout aux mauvaises conditions de logement, aux mauvaises conditions aussi de suivi médical. N'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y a pas les institutions sociales dont nous bénéficions aujourd'hui, et aussi bien sûr au fait qu'une partie de la population à un niveau de vie assez faible ne se soigne pas parce qu'elle n'en a pas les moyens, étant donné qu'il n'y a pas de sécurité sociale, et tout ça explique évidemment cette situation sanitaire un petit peu désolante. Deuxième phénomène qui est visible aussi sur cette carte, ça n'est pas exactement partout pareil. Bien sûr, on retrouve exactement la même géographie que celle que je vous avais montrée tout à l'heure concernant le confort des habitations. Il y a une parfaite corrélation entre les taux de mortalité qui sont plus forts, vous voyez, à la périphérie qu'au centre, et de même pour la tuberculose, elle frappe essentiellement les arrondissements périphériques et épargne un petit peu les arrondissements de l'ouest et du centre. Donc on voit très bien la corrélation entre l'équipement sanitaire, les conditions de vie et de logement et les possibilités ou non de contracter certaines maladies. Autre phénomène qui commence à être décrit à cette époque
par les observateurs sociaux, c'est ce qu'on appelle l'apparition des îlots insalubres. Alors évidemment, c'est une notion qui est explicite, c'est-à-dire des endroits où il y a particulièrement une concentration de ces mauvaises conditions de vie. Absence de sanitaire, absence de relations avec l'approvisionnement en eau, manque de confort des habitations, surdensité des logements qui permettent évidemment la diffusion des maladies. Et donc les services municipaux de l'époque ont identifié 4 îlots insalubres principaux. 2 se trouvent dans les quartiers centraux, du côté du Marais en particulier, du côté de l'hôtel de ville, et 2 autres sont dans ces nouveaux quartiers qui sont en voie de peuplement, le 14e, le 19e, le 11e. Donc on a une diffusion de ces mauvaises conditions de vie qui dépasse l'ancien centre, alors qu'autrefois c'était essentiellement dans l'ancien centre, et ça concerne quand même 60 000 personnes, ce qui n'est pas négligeable. La crise du logement est donc un des problèmes majeurs de la fin du XIXe siècle. Et pour faire face à cette crise du logement, malheureusement, ni l'État ni la ville n'ont les moyens véritablement de s'y atteler. On est encore dans l'idée que c'est le marché qui doit régler l'offre et la demande de logement. Mais comme nous sommes dans une ville où le foncier, évidemment, est de plus en plus cher, ceux qui investissent dans les immeubles ou dans les logements privilégient les zones où la rentabilité est la meilleure, c'est-à-dire, bien sûr, les quartiers où se concentrent les classes moyennes et les classes supérieures. Si bien que les classes populaires n'ont pas autant de possibilités de se loger dans des conditions normales, et quand elles le font, c'est toujours en sacrifiant sur la surface parce que les loyers sont trop élevés par rapport à leurs ressources. Alors vous allez me dire, vous nous racontez des choses d'aujourd'hui, mais non, mais malheureusement, ce sont des choses de longue durée dans l'histoire parisienne et qui se retrouvent régulièrement à la suite d'une série de crises de l'immobilier. Alors il y a quand même quelques personnes qui se préoccupent de ces questions, mais ce sont essentiellement des philanthropes, c'est-à-dire des gens relativement aisés, riches, qui souhaitent venir en aide à leurs compatriotes parce qu'ils voient que les pouvoirs publics ne sont pas à la hauteur. Parmi ces gens, il faut citer, puisque nous sommes dans une période où l'anglophobie se développe, il faut citer quand même un riche anglais qui a pris en pitié les pauvres Parisiens qui n'avaient pas accès à l'eau de façon commode. Et donc, comme en plus nous fêtons, je crois, cette année un anniversaire concernant les fontaines Wallace, je me suis permis de faire cette petite présentation d'une fontaine Wallace qui a été une véritable révolution, puisque ce sont à la fois des monuments assez élégants, hein, qui ont un certain souci esthétique, mais qui en même temps sont répartis beaucoup plus égalitairement qu'elles n'étaient les bornes fontaines dans le passé. Donc il y a une volonté de partager l'eau et de la donner en accès libre à des populations qui jusque-là avaient beaucoup de mal à se la procurer. Parce qu'il ne faut pas oublier que seule une minorité d'immeubles ont un accès direct à un réseau d'eau. La plupart des immeubles les habitants des immeubles doivent se fournir auprès des fontaines dans les rues et faire monter donc des corvées d'eau. Alors, quand ils ont des domestiques à leurs domestiques, mais quand c'est eux-mêmes, il faut porter les seaux d'eau. Donc on a quand même des inconvénients de cette vie quotidienne qu'il ne faut pas oublier, même si ça s'améliore, il y a plus d'eau disponible, on a bien amélioré les quantités d'eau accessibles, mais il y a toujours ce problème de l'accès à l'eau inégalitaire selon les quartiers. Alors, traduction de ces phénomènes, c'est évidemment le problème du coût du logement. Et ce qui est frappant dans cette période, c'est que ce logement, même si on en construit bien entendu, devient de plus en plus cher relativement. Là, nous avons des statistiques qui portent sur les années 1900-1906, c'est-à-dire exactement ce qu'on est convenu d'appeler la Belle Époque. Eh bien, c'est un moment de tension sur le prix des loyers. Mais ça n'est pas égalitaire, vous voyez. On voit très bien qu'il y a une différenciation très sensible de cette hausse selon les quartiers. Vous voyez que plus on s'éloigne, là il s'agit des quartiers les plus chers, les quartiers du centre et de l'ouest, vous voyez que ces quartiers connaissent une hausse partout,
mais particulièrement dans deux zones, le 16e arrondissement et le 17e arrondissement. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont à l'époque des arrondissements moins densément peuplés que les autres, donc où il y a encore pas mal de terrains libres, où les classes bourgeoises et supérieures ont envie d'habiter parce que ce sont des arrondissements relativement verts, à proximité bien sûr des parcs et du bois de Boulogne, et puis aussi parce que c'est là qu'on trouve des terrains plus vastes et où l'on peut construire des beaux immeubles, ces fameux immeubles haussmanniens qui sont plutôt des immeubles Belle Époque en l'occurrence, et aussi des hôtels particuliers, donc le monde que décrit Proust dans ses romans. Eh bien, vous voyez que même les riches sont de plus en plus attirés par ces quartiers. Ça fait monter évidemment les loyers dans des proportions notables par rapport aux quartiers du centre. Deuxième partie de Paris, les quartiers populaires. Eh bien, les quartiers populaires, évidemment, les loyers sont beaucoup moins hauts, mais leur hausse est supérieure relativement, pas en chiffre absolu, mais en chiffre relatif, elle est supérieure à ce qu'elle était dans ces beaux quartiers que je viens de vous présenter. Vous voyez par exemple que dans le 15e arrondissement, on dépasse les 25% de hausse en 10 ans, ce qui est quand même considérable. Dans le 20e arrondissement, on frôle les 20%, et dans le 19e, on est à plus, et dans le 18e aussi, on est à plus de 15%, ce qui est quand même considérable quand vous imaginez qu'on est dans une époque où les salaires, à l'époque, évidemment, n'augmentent évidemment pas du tout dans ces proportions. Ce qui veut dire que pour des ouvriers ou des gens des classes populaires de ces quartiers, le loyer va devenir un poids considérable à cause de cette hausse, et que ceux qui ne pourront pas suivre la hausse vont soit être obligés de se replier en banlieue, c'est pour ça que la banlieue augmente considérablement de population dans ces années-là, soit vont être obligés d'accepter des logements dégradés, donc moins de pièces, des logements avec moins de confort, ou même recourir à un des grands phénomènes spécifiques de Paris à l'époque, le phénomène des garnis. Alors ça, c'est la carte, j'y reviendrai tout à l'heure, donc je ne l'ai pas mis dans le bon ordre. Donc ça, c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'était un logement populaire. Évidemment, on a assez peu de photos, puisque ce n'est pas des images très photogéniques. C'est moins flatteur que de voir un salon dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Mais nous avons donc quelques reportages photographiques sur ces conditions de vie dans certains quartiers populaires qui sont quand même assez misérables. C'est d'ailleurs doublé par des descriptions que je n'ai pas le temps de vous faire. Et surtout, on a le phénomène des garnis. Vous voyez cette répartition des garnis, elle est presque partout, mais évidemment, elle est plus fortement présente dans les arrondissements périphériques, ceux dont on a vu qu'ils avaient connu des hausses de loyers particulières, mais aussi dans le centre, puisque là, pour ceux qui veulent habiter dans le centre parce qu'ils sont à proximité de leur travail, ils vont, faute de logement en accord avec leurs ressources, se contenter de vivre en garni, c'est-à-dire un habitat précaire où on vit au jour le jour, on n'a pas ses propres meubles et on peut quitter son logement quand on le souhaite, si nécessaire. Donc on a ce phénomène vraiment de crise du logement qui va être ensuite diffusé vers la banlieue, puis vers ce qu'on appelle la zone. Alors ça, c'est une image d'un garni, donc c'est un hôtel qui sert à loger en permanence des gens et pas des touristes. Donc on paye sa chambre à la semaine ou à la quinzaine, et quand on en a assez, on s'en va. Donc ça montre bien qu'il y a toute une population flottante qui vit comme ça entre deux adresses. Et là, c'est ce qu'on appelle la zone. C'est une image célèbre du photographe Adjet. Toute une série de bidonvilles, de roulottes, d'habitats précaires qui se sont installés sur ce qu'on appelle la zone non aedificandi, c'est-à-dire à la périphérie des fortifications parisiennes. Les règlements militaires interdisent de construire en dur parce que les militaires veulent pouvoir voir arriver l'ennemi. Enfin, c'est une vision un petit peu datée de ce que va être la guerre. Mais surtout, on n'a pas le droit de faire de vraies maisons. Donc, toute une zone à la périphérie ne peut avoir que des bidonvilles et ça va abriter les populations les plus précaires
à l'époque. Donc voilà un petit peu pour cet aspect de la crise du logement qui caractérise cette époque et qui frappe tout particulièrement les classes populaires. Je reviens en arrière pour essayer d'expliquer pourquoi cette crise du logement, en quelque sorte. Pourquoi les gens restent-ils à Paris? Pourquoi viennent-ils à Paris? Et pourquoi se concentrent-ils toujours dans ces quartiers plutôt périphériques? Eh bien, cette carte des usines à Paris vous l'explique. Évidemment, nous n'avons plus du tout cette image de la ville comme une ville industrielle. La plupart des industries ont été chassées de Paris dans les années 60 et 70. Moi, j'ai connu encore dans le 13e arrondissement les usines Panhard, qui ont évidemment été éradiquées. La raffinerie de sucre sec était encore dans le 13e arrondissement. C'était encore de très grandes usines qui étaient présentes dans les années 60. Tout ça a disparu, mais vous voyez qu'en 1900, c'est encore la pleine présence de ces usines presque partout, alors, sauf dans les quartiers ouest, évidemment, mais dans le 15e, il y en a beaucoup, dans le 14e, dans le 13e, et dans le 11e ou dans le 19e et le 20e. Donc ces usines, évidemment, c'est de l'emploi, et ces gens qui viennent de province ou qui veulent travailler à Paris vont trouver en priorité cet emploi dans ces zones. Et comme ils n'ont pas, ils ont encore des longues journées de travail à l'époque, ils n'ont pas le loisir d'habiter à l'extérieur de la ville, ça rallongerait encore leur journée. Donc ils sont obligés de s'entasser à proximité de ces usines, et évidemment, ça explique pourquoi ils sont obligés d'accepter des conditions de logement soit précaires, soit difficiles. Donc on a donc une ville qui continue de croître, qui continue d'être un grand centre économique, qui continue donc de regarder vers l'avenir. C'est pas du tout... Je ne vous fais pas un discours misérabiliste. Paris est le lieu de l'innovation. C'est là qu'on invente notamment l'industrie de la photographie, en tout cas qu'elle se développe particulièrement. C'est là qu'on va développer particulièrement, ça commence à cette époque, l'industrie automobile qui va marquer le paysage parisien pendant de très longues années. C'est là que le cinéma aussi va être inventé et que ça va créer aussi une industrie qui va s'implanter à Paris, etc., etc. Il y a l'aviation. Enfin, c'est le moment d'une deuxième révolution industrielle, et Paris est un des centres de cette révolution industrielle. Donc ça explique son dynamisme démographique, ça explique son dynamisme économique et social, mais évidemment il y a des contreparties, et ces contreparties, c'est une aggravation des conditions de vie de la plupart des habitants. Alors pour être un peu plus concret, je vais vous montrer donc une de ces usines, les usines Félix Potin, rue de l'Ourcq, dans le 19e. Qu'est-ce que c'est que ces usines? C'est des usines de transformation alimentaire. Les magasins Félix Potin, c'est un des premiers grands magasins à succursales multiples qui transforme lui-même ce qu'il vend dans ses magasins. Donc il fait venir les matières premières alimentaires et il les transforme dans cette usine de la rue de l'Ourcq, et ensuite il les distribue dans son réseau de magasins. Donc vous voyez, on est déjà dans des formes d'intégration commerciale industrielle, plus lien avec la France, puisque toutes ces denrées alimentaires viennent de toute la France. Donc on est vraiment dans une économie tout à fait moderne. On n'est pas du tout dans un système de petites entreprises. À côté de ça, il y a aussi d'innombrables petites entreprises qui sont sur des créneaux beaucoup plus pointus, ce qu'on appelle notamment le luxe ou l'article de Paris. Mais il y a donc cette cohabitation qui est très particulière de Paris à cette époque et qui est une des originalités du Paris de la Belle Époque, de la grande industrie, de l'innovation, mais aussi des industries traditionnelles et des petites industries. Alors ça, c'est un tableau statistique. Évidemment, c'est toujours ennuyeux de présenter des tableaux statistiques dans les conférences, je m'en excuse, mais enfin, ça permet quand même de fixer un petit peu les grandes masses de ce que je viens de dire de façon un petit peu qualitative. Paris est-elle encore une ville ouvrière? Eh bien oui, puisqu'on peut estimer qu'entre 59 et 60% de la population relève des ouvriers. Ensuite, vous avez une grosse partie de classe moyenne, bien sûr, et puis une petite fraction de classe supérieure. Mais en termes de secteur, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous invite à regarder surtout la dernière colonne, en termes de taux de croissance, on constate deux phénomènes. D'abord, la poursuite de la croissance industrielle, 37% de croissance des industries de transformation en termes d'emploi, c'est pas négligeable. Et à côté de ça, de nouveaux secteurs qui se développent très considérablement.
Vous voyez qu'arrive en tête, par exemple, la manutention et les transports. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paris est un centre, évidemment, qui attire et qui redistribue. C'est une sorte de pompe aspirante et foulante des grandes marchandises, des grands secteurs, et qui joue donc un rôle majeur dans l'économie nationale. Et ça explique évidemment pourquoi il faut ces transports et cette manutention. Et puis, il y a évidemment toute la fonction tertiaire, avec le commerce, la banque. Là aussi, Paris est une capitale financière. Elle draine les capitaux de la France entière, de tous les épargnants français, et ensuite elle les redistribue pour des investissements, soit dans les secteurs industriels, soit pour des placements dans les emprunts à l'étranger. Donc ça, c'est une fonction évidemment moderne et nouvelle de la ville. Et puis, il y a tout cet accompagnement de ces activités par des intermédiaires, ce qu'on appelle à l'époque les professions libérales, hein, c'est un terme très très englobant qui ne se limite pas aux avocats et aux médecins, mais qui englobe tous les intermédiaires qui sont nécessaires à la vie économique moderne. Et puis, vous le voyez, il y a une croissance considérable, 85% de la population des domestiques. Puisque nous sommes dans une ville riche, nous sommes dans une ville où se concentrent les classes supérieures, ces gens, à l'époque, n'en conçoivent pas, évidemment, de se livrer aux activités manuelles ou aux travaux ménagers. Donc, ils ont besoin d'énormément de domestiques, et ça explique cette croissance, ce quasi-doublement du nombre des domestiques dans la ville. Enfin, les services publics, c'est une ville de plus en plus compliquée, c'est une ville de plus en plus nombreuse. Il faut donc gérer de plus en plus les services communaux, les services municipaux, etc. Et donc, vous voyez, il y a toutes sortes de composantes dans la vie parisienne, et se limiter à ce qu'on fait d'habitude en regardant uniquement les classes supérieures, c'est évidemment une vision atrophiée par rapport à la diversité des secteurs et des activités de cette ville. Voici une représentation graphique de ce que je viens d'évoquer à travers ces statistiques. On voit très bien que le secteur industriel reste encore très présent dans l'offre d'emploi, même si les autres vont croître relativement plus vite que ce secteur industriel. Je termine sur ce point à travers un tableau de la répartition sociale dans la ville. Et vous avez donc ici la valeur locative par quartier. Donc on voit très bien cette différenciation très nette entre l'ouest, une partie du centre et le reste de la ville. Donc concentration des gens riches, des gens qui ont les moyens dans ce qu'on appelle les beaux quartiers. C'est tout à fait significatif. Et si on veut une confirmation, ça c'est une carte fondée sur une des catégories qui est présente dans les recensements de l'époque. On emploie le terme de patron, évidemment, dans un sens très large. Mais enfin, disons, tous les gens qui vivent de façon indépendante et qui emploient d'autres personnes. Bon, alors, évidemment, dedans, il y a à la fois des petits et des grands patrons. Mais enfin, globalement, c'est quand même des gens qui ont un certain capital et un certain niveau de vie. Et bien, vous voyez que la carte correspond très exactement à la carte précédente où je vous avais montré. Donc la valeur locative, évidemment, ceux qui appartiennent à ces catégories bourgeoises sont aussi ceux qui habitent dans les mêmes quartiers. Donc là, on voit très bien la corrélation entre le niveau de richesse et l'accès aux parties de la ville les plus agréables. Alors après ce tableau de la société française, ou de la société parisienne plutôt, pendant cette période, je voudrais, pour un peu compenser le côté peut-être un peu sombre de ce que j'ai évoqué, mais qui était dans la thématique de l'idée de montrer l'envers de la Belle Époque, montrer aussi les aspects culturels qui font de Paris justement un lieu à part dans la géographie française. Alors traditionnellement, l'image de Paris en tant que ville dite ville lumière, hein, c'est une expression ancienne, mais enfin qui est reprise de façon très importante à l'époque dans le discours, c'est l'offre de spectacle. C'est une des caractéristiques originales de Paris, c'est de concentrer de façon disproportionnée par rapport à toutes les autres villes françaises, et même si on la compare à des villes de même taille, comme Londres ou Berlin, c'est un suréquipement en termes de salles de spectacle, notamment de salles de théâtre. Vous voyez, Paris
a plus de salles en proportion que les autres grandes villes, et ceci alors que la population de Londres est plus importante que la population de Paris à l'époque, et que la population de Berlin va progressivement se rapprocher de la population de Paris. Eh bien, il y a pourtant une attractivité particulière pour cette activité à Paris. C'est une ancienne tradition, mais ça se maintient et ça se poursuit à l'époque. Et c'est important parce que c'est un des lieux où la société parisienne se retrouve. Là, j'ai insisté précédemment sur les divisions, mais le théâtre à l'époque, puisque le cinéma commence à peine, je vais y venir tout à l'heure, mais enfin, le cinéma se développe véritablement qu'après 1905. Le théâtre, c'est vraiment le lieu du rassemblement social, le lieu de l'échange, non pas le lieu peut-être de la coexistence sociale, parce qu'il y a des places évidemment différenciées par leurs tarifs, il y a des théâtres plus chics et moins chics, mais c'est quand même une activité commune à l'ensemble des Parisiens et des Parisiennes. Alors ça, c'est un point évidemment discuté. Est-ce que tout le monde a vraiment la capacité à l'époque d'aller au spectacle? On a vu quand même les difficultés de la vie quotidienne des classes populaires, ne serait-ce que par les loyers qu'ils ont à payer. Mais quand même, on sait qu'il y a un certain nombre de spectacles qui pouvaient être vus au-delà des classes moyennes et supérieures, en tout cas qui pouvaient avoir un succès plus large que ces groupes privilégiés. Un deuxième point, c'est qu'à côté de ces théâtres, va se développer une offre complémentaire. Donc ça, c'est la carte des théâtres, qui est une carte traditionnelle, avec une concentration dans les quartiers bourgeois et notamment dans le centre. Mais il y a aussi des théâtres populaires, vous voyez, à la périphérie, dans un certain nombre d'arrondissements périphériques, il y a un théâtre local. Donc ça prouve bien qu'il y a une demande, y compris dans ces classes moyennes et populaires. Et à côté donc de ces théâtres, va se développer une autre type de spectacle, ce qu'on appelle le café-concert, beaucoup plus modeste évidemment en termes d'équipement, en termes de taille, en termes de diversité, mais qui va avoir un assez grand succès, puisque vous le voyez quand on fait la statistique de ces cafés-concerts dans l'espace parisien, pratiquement tous les arrondissements en comprennent un certain nombre, et même plus on est dans des arrondissements de type populaire, plus cette présence s'affirme. Vous voyez, dans 19e, 20e, il y a 99 cafés-concerts, ce qui est beaucoup plus que de théâtre, évidemment. Et ils sont mieux équipés, finalement, que des arrondissements plus centraux qui ont, évidemment, eux, un équipement théâtral. Donc il y a une sorte de complémentarité entre deux types de spectacles, les uns plus accessibles que les autres. Donc ça recouvre, évidemment, les hiérarchies sociales. Voilà un exemple évidemment célèbre à travers un tableau connu de Manet sur les Folies Bergères. Mais là, c'est évidemment un type de café-concert très chic. C'est même un music hall, on emploie le mot music hall, avec donc à la fois des spectacles, mais aussi un côté sociabilité, vous voyez, avec cette serveuse qui offre des boissons de bonne qualité, puisqu'on a des bouteilles de champagne au premier plan. Donc évidemment, là, on s'adresse à un type de clientèle très différent des cafés-concerts ou des music halls des quartiers populaires. Alors, vous avez enfin un dernier type d'établissement, plus modeste encore, qui sont les cabarets, qui sont aussi une des nouveautés de cette époque et qui se concentrent justement là aussi dans un quartier périphérique, à Montmartre, alors, avec deux cas connus, le Chat Noir et, j'arrive plus à lire, l'Âne Rouge. Voilà. Alors, il y en a énormément, mais j'ai pris deux exemples sur lesquels on a un petit peu des images. Alors, dernière arrivée dans cette transformation de l'offre de spectacle qui caractérise cette époque, c'est évidemment le cinéma, dont vous le savez, il est testé pour la première fois dans un grand café des boulevards en 1895, qui au début est plutôt considéré comme un amusement, une petite distraction qui dure quelques dizaines de minutes, ce n'est pas du tout un spectacle de longue durée. Et puis avec les progrès techniques, et puis surtout la naissance de véritablement une production de films avec des vraies histoires, avec des vrais acteurs, etc., avec des décors, enfin avec les films tels que nous les connaissons, il va y avoir un engouement considérable et surtout une révolution, c'est-à-dire la mise en place d'un réseau de distribution de salles dans toutes les villes,
et notamment à Paris. Et là, vous voyez, c'est très spectaculaire. Entre 1905 et 1914, vous avez vraiment une marée de cinéma qui envahit tout Paris et qui est particulièrement présente, et là c'est aussi, ça va dans le sens de ce que je disais à propos des cafés-concerts, dans les quartiers populaires. Donc il y a, là aussi, le théâtre n'est pas assez accessible à ces classes populaires, donc elles vont se rabattre dans un premier temps vers les cafés-concerts et dans un deuxième temps vers les cinémas, parce que le prix d'entrée est très bas, parce que c'est des spectacles, on est dans le noir, donc on n'a pas besoin d'être bien habillé, parce que ça joue en permanence, donc on peut aller à n'importe quelle heure du jour et n'importe quel jour, donc c'est très flexible par rapport aux contraintes de la vie populaire, à la différence des théâtres. Et donc là, on a véritablement une forme de culture qui ne met pas à l'écart une partie de la population, donc qui réunifie en quelque sorte cette population parisienne dont on a vu les divisions dans d'autres domaines. Et voici un exemple d'une sortie de cinéma dans le 20e arrondissement où on voit bien par l'habillement et les âges extrêmement différents des habitants que c'est véritablement un lieu de sociabilité transversale aux générations, transversale aux hommes et aux femmes, et aux âgés et aux enfants. J'en arrive donc, alors ça c'est simplement pour illustrer cet engouement avec la montée des recettes de ces différents types de spectacles. J'en arrive maintenant à un bilan, puisque je vois que nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette conférence. Alors, pourquoi Paris, en dépit de cette croissance, de cette capacité de transformation, qui n'est pas négligeable, n'a pas réussi finalement à faire face à tous les défis que j'ai évoqués? Eh bien, je crois que c'est lié, on va toucher là à des questions politiques, mais je ne développerai pas puisqu'il y aura une conférence particulière là-dessus la semaine prochaine. C'est lié au fait que, vous le savez, Paris a perdu, à cause de la commune, son statut de ville comme les autres. Elle n'a pas un conseil municipal qui a les mêmes prérogatives que dans les autres villes. Elle est privée de maire et elle est soumise donc à la fois au préfet de police et au préfet de la Seine, et ce sont deux hauts fonctionnaires qui sont directement aux ordres du gouvernement. Donc il y a une sorte de mise en tutelle de la ville à partir de 1871, qui va durer, vous le savez, jusqu'en 1976, donc plus d'un siècle, et qui fait que les habitants, finalement, ne sont pas maîtres, à travers les élections ou à travers des majorités municipales, ne sont pas maîtres de leur vie ni de leur avenir. Donc je ne fais évidemment pas de remarques de type politique là-dessus, mais ça montre quand même que si on n'a pas pris à bras-le-corps autant les problèmes parisiens à cette époque, je pense que c'est lié en partie à ce statut un petit peu dévalorisé d'une ville qui n'a pas l'autonomie politique comme les autres grandes villes. Deuxième point, je crois qu'il y a aussi, problème là aussi de longue durée à Paris, cette rivalité permanente entre ce qu'on appelle entre guillemets Paris et d'autre part entre guillemets la province. C'est-à-dire que nous sommes sous la Troisième République, je vous le rappelle, c'est-à-dire un régime dont la majorité des députés vient forcément de province, mais surtout a une sorte de phobie du parisianisme, une phobie de cette domination culturelle, de cette domination symbolique de cette capitale qui a toujours été choyée par les régimes monarchiques. Et les républicains sont en principe pour l'égalité, donc ils ne veulent pas qu'on continue d'avantager systématiquement cette ville au détriment des autres, et comme en plus, évidemment, ils ont la tutelle sur cette ville grâce au préfet, et qu'ils ont d'autre part la majorité dans les assemblées, ils n'ont aucune raison de favoriser cette ville. Donc la prise de décision pour faire face, par exemple, à la crise du logement, pour régler certains problèmes d'urbanisme, est très lente et en tout cas n'est pas du tout prioritaire. Et ça explique évidemment pourquoi le bilan n'est pas aussi favorable qu'il aurait pu l'être si on avait vraiment pris à bras-le-corps les grands problèmes. Donc Paris souffre d'un certain nombre de faiblesses que j'ai énumérées sur cette diapositive.
Faiblesse en termes de transport, faiblesse en termes de mobilité, parce que les transports ne sont pas accessibles à tous. À l'époque, c'est plutôt réservé aux gens qui ont un peu les moyens, les autres marchent à pied. Et puis, une menace, hein, et je fais évidemment un clin d'œil à l'actualité qui n'est pas très gai, la menace écologique qui a apparu au grand jour avec la grande inondation de 1911. Donc Paris n'est pas sorti du gué. Alors voilà, ça c'est pour illustrer cette fermeture de la ville sur elle-même. Les lignes de métro, bon, qui vont faire un grand progrès pour les habitants, mais qui ne relient absolument pas Paris à son environnement. Toutes les lignes s'arrêtent à l'époque à l'intérieur des limites des fortifications. Donc la banlieue est coupée de Paris par ce système du métro fermé sur lui-même. Enfin, dernier point. Pourquoi Paris n'a-t-elle pas réussi à surmonter tous ces défis? Bien, je l'ai expliqué sur le plan politique, mais je crois qu'il y a aussi sans doute une sorte de vision d'illusion. Ça a toujours été une ville très vue et très visible à l'étranger, avec les grandes expositions. Nous sommes ici même au Petit Palais, dans un des bâtiments issus de l'exposition de 1900. Donc, il y a une capacité de cette ville à se montrer sous son meilleur jour pour certaines occasions, les grands défilés, les grandes visites, les grandes expositions. Mais évidemment, ce qui ne se voit pas, c'est moins intéressant. En tout cas, ça n'a pas la même rentabilité symbolique et on a un peu tendance à le cacher. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce tableau d'aujourd'hui, c'est de tenir compte des deux aspects, évidemment, en essayant de tordre le bâton dans l'autre sens pour rappeler, évidemment, que pour la grande majorité des habitants, c'était plutôt ce qu'on cachait qui était pénible et que les gouvernements avaient tendance à oublier. Donc je m'arrête puisqu'il est 13h29 et je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Alors, le temps que vous réfléchissez à une question, je vous signale en écho à la conférence que pour les 150 ans de la Fontaine Wallace, le comité d'histoire travaille à une exposition et à un colloque. Pour vous dire aussi qu'on a parlé de la naissance de l'industrie photographique à Paris, il y a une série de conférences donc, aux archives de Paris sur l'histoire de la photographie à Paris. Et vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du comité d'histoire les conférences qui ont eu lieu à l'automne. Et puis très bientôt en ligne, la dernière conférence d'Isabelle Bacouche sur la zone, puisqu'il a été question de la zone, donc de manière plus contemporaine, mais elle a fait une conférence fin janvier sur les photographes et la zone que vous retrouverez sur la chaîne YouTube. Est-ce que vous avez des questions? Oui, vous parlez beaucoup des quartiers populaires à l'est de Paris, mais moi j'ai vu dans des gravures d'une rue tout à fait entre ce qui est aujourd'hui l'avenue Georges Mandel et l'avenue Dello dans le 16e arrondissement, la rue Greuze, qui est enfin aujourd'hui la rue Greuze, qui était autrefois un quartier totalement délabré avec une population extrêmement pauvre, un îlot de pauvreté dans ce quartier très fortuné. Oui, non, mais là, j'ai évidemment travaillé à une échelle macro-parisienne. Donc, évidemment, on simplifie, on oppose, on divise de façon globale avec chaque arrondissement a ses spécificités. À l'intérieur même du 16e, effectivement, comme vous le dites, il peut y avoir des zones de relégation. Il y a un cas célèbre, c'est le quartier du Gros Caillou, dans le 7e arrondissement, qui est aussi un arrondissement en principe chic, mais où il y a une zone pauvre avec une manufacture des tabacs et une population ouvrière, exactement comme on pourrait trouver dans le 20e ou dans le 13e. Inversement, on pourrait aussi, si on veut tordre dans l'autre sens, il y a quelques petites zones à Belleville qui sont encore pavillonnaires à l'époque, avec des jardins, avec un côté un peu rural, enfin très ancien style, qui évidemment contraste avec les autres quartiers. Donc, quand on rentre dans le détail, bien sûr, mes schémas sont très simplificateurs. Mais
globalement, c'est quand même ça qui oriente un petit peu les représentations et les choix, en tout cas, ou les obligations des habitants à se rendre plutôt ou à habiter tel ou tel endroit. Il y a aussi un point que je n'ai pas évoqué, c'est les images des quartiers, bien sûr. Là, j'ai utilisé des indicateurs très statistiques, très simplificateurs, mais il y a aussi, bien sûr, l'attraction liée à des activités particulières. Le quartier des spectacles, c'est une zone à la fois attractive, mais aussi qui peut être interlope, puisque c'est là où il y a la prostitution, etc. Donc oui, quand on rentre dans le détail, ça oblige à nuancer, mais enfin, en l'espace d'une heure, c'est difficile d'être aussi complet. Je vous renvoie donc là-dessus, il y a énormément d'ouvrages spécialisés sur chaque quartier, donc là, vous pourrez retrouver les nuances qui ont manqué dans ma présentation. D'autres questions ? Quand on parle du 20e, du 19e, etc., du 15e, bon, on pense à la population des manufactures. Mais il y avait également, ça se voit beaucoup dans la littérature du 19e siècle, dans les quartiers un peu moyenâgeux, les ouvriers qui travaillaient à domicile, les articles de Paris, enfin, il y a beaucoup de femmes dans des quartiers qui étaient aussi insalubres. Alors, quelle était la proportion, justement, à la Belle Époque, par rapport à 1850, enfin 1840, etc. Alors, difficile de vous répondre comme ça en 3 minutes. Ce que montrent ces statistiques, évidemment, n'entrent pas dans ce détail-là, mais on sait évidemment que, il se trouve que ça fait partie des gens qui étaient dans ma famille d'ailleurs, par exemple, donc j'appartiens à une famille dont les ancêtres étaient cartonniers. Donc ça faisait partie de ce genre d'activités de petite importance, souvent incrustées dans les quartiers centraux parce qu'il fallait être en communication avec les entreprises qui avaient besoin de ces cartonnages, et évidemment souvent installées dans les arrière-cours ou même parfois dans les étages. Il y a des descriptions célèbres de Zola dans l'Assommoir où il montre des artisans en chambre qui sont dans le même immeuble que des gens qui sont là uniquement pour se loger. Donc effectivement, il y avait un mélange. Alors ça s'est un peu déplacé à cause de l'osmanisation, puisque c'est une partie de ces quartiers centraux qui ont été éventrés par les nouvelles rues. Et ça s'est déplacé vers le 11e, par exemple, avec toutes ces cours qui sont envahies de petites usines. Ça s'est aussi déplacé vers le sud de Belleville. Et effectivement, dans le 15e, il y en a pas mal. Parce qu'il y a encore pas mal de terrains vagues et de terrains vides et on peut construire de petites constructions pour des ateliers ou pour des gens qui ont des petites industries mais qui n'ont pas besoin de grands espaces. Et alors tout ça, c'est évidemment commandé par le lien avec la clientèle. Nous sommes dans une ville où, on l'a vu, on est encore dans des systèmes de transport qui ne sont pas tout à fait adaptés et donc il faut la proximité physique. Le fait d'avoir pas trop de marche à pied pour aller d'un fournisseur à un autre, de livrer la marchandise, tout ça compte encore énormément. Alors ça va changer avec évidemment l'arrivée des transports automobiles ou de la bicyclette, ce qui commence à apparaître tout juste à l'époque dont je parle, et ça ne va vraiment avoir des effets sur la délocalisation que dans l'entre-deux-guerres, quand là vraiment les systèmes de transport vont permettre de desserrer cette proximité comme condition préalable pour pouvoir exercer ce genre de métier. J'ai un de mes ancêtres qui, par exemple, était ce qu'on appelle guénier, c'est-à-dire il fabriquait des petites boîtes pour soit des ustensiles de vaisselle, soit des bijoux. Alors, au début de sa carrière, il habite rue Lafayette, donc dans le 11e, et puis comme il a envie d'avoir un peu plus d'espace, il va partir en banlieue pour faire la même activité, mais évidemment là il dépend des transports ferrés, il dépend de la livraison par des commissionnaires, etc. Et évidemment c'est possible parce que le réseau de transport s'améliore
considérablement. Mais là, on est un peu dans l'époque de transition où le nouveau réseau de transport se met en place, mais pas encore complètement suffisamment, et où on est encore dans des conditions de nécessité d'être proche du centre. Il y a un article très... Enfin, peut-être je le mettrai sur le site si ça vous intéresse, un article très intéressant d'Alain Faure qui explique pourquoi cette menace de la perte de l'industrie à Paris est toujours brandie, et puis en réalité, quand on regarde dans la réalité, elle ne se produit que beaucoup plus tard par rapport au moment où on l'annonce. Par exemple, au moment de l'annexion des nouveaux arrondissements par Haussmann, il y a eu tout ce discours a été fait par les industriels disant vous allez nous ruiner, on ne pourra plus vivre à Paris, on va avoir des loyers qui vont monter, on va avoir à payer l'octroi puisqu'il faudra faire venir les marchandises qui paieront l'octroi, etc. Et vous allez nous ruiner, donc on va tous partir soit en dehors de Paris, soit en province. Et bien quand on regarde en fait 10 ou 15 ans après, c'est pas du tout ce qui s'est passé, les gens continuent de privilégier la proximité. Parce que ça a plus d'avantages, on est proche de ses fournisseurs, on est proche de ses banquiers, on est proche de ses commanditaires, on est proche de ses clients, et s'éloigner, évidemment, on paiera moins cher, mais on perdra aussi la réactivité d'un marché extrêmement actif, qui est une des originalités de Paris à cause de la concentration de la population et de la diversité des activités. Aujourd'hui, on retrouve un peu ça avec les start-up qui s'implantent aussi dans ces anciennes cours du 11e ou de la Bastille parce qu'elles pourraient évidemment aller n'importe où. Avec le télétravail, maintenant, on dit qu'on peut habiter n'importe où. Mais il y a quand même encore des contacts physiques ou des relations personnelles qui jouent un rôle quand on démarre une activité pour construire son réseau de confiance. Donc c'est un des atouts des métropoles. Alors aujourd'hui on nous annonce que ces métropoles vont toutes disparaître parce que le télétravail va faire que tout le monde va habiter au bord de la mer avec son ordinateur, mais enfin, c'est quand même une vision un petit peu immatérielle de l'existence parce qu'on fabrique encore des choses, on n'est pas uniquement à consommer des gigaoctets, on a aussi besoin d'avoir, quand je vois le nombre de paquets qui arrivent chez mes voisins, je suis assez effrayé de leur consommation intensive de matière réelle et pas simplement de matière spirituelle. Une autre question ? Est-ce qu'on peut penser qu'autour des églises, il y avait une sorte de découpage, peut-être pas paroissial, mais enfin, parce qu'en fait, j'imagine aussi qu'autour des grandes institutions qui avaient un centre de soins ou les hôpitaux, il devait y avoir aussi comme une sorte de vie qui s'était en quelque sorte regroupée, peut-être des pôles d'attraction. Enfin, je cherche, dans ce que vous avez expliqué, je cherche s'il y avait des mouvements, vous voyez. Alors l'équipement religieux, j'ai mon collègue Philippe Boutry qui d'ailleurs nous fait l'honneur d'être parmi nous. Il peut se montrer. C'est lui qui va clore cette grande série de conférences. Il va nous élever l'esprit en nous parlant de la religion à Paris. Donc je lui laisserai le soin de vous éclairer sur ces aspects religieux de la vie parisienne. En ce qui concerne les hôpitaux, on a une géographie des hôpitaux qui est assez ancienne, puisque pour certains, ils remontent parfois à l'Ancien Régime, mais il y a aussi toute cette nouvelle série d'hôpitaux qui se crée au cours du 19e siècle. Et vous le savez, c'est une géographie quand même assez centrée. Bon, il y en a pas mal dans le 14e, dans le 15e, au nord de Paris, dans le 12e avec l'hôpital Rothschild, etc. Donc, finalement, comme c'est des organismes qui ont besoin, ou la Pitié-Salpêtrière, des organismes qui ont besoin quand même de plus en plus d'espace, puisqu'on est dans de la médecine qui s'adresse au grand nombre, et puis on a aussi de plus en plus de spécialités médicales qui se mettent en place à la fin du 19e siècle, on a plutôt une géographie périphérique, en tout cas si on regarde la carte parisienne. Alors, est-ce que ça crée des écosystèmes particuliers ? J'avoue que je ne sais pas. Mais je pense que comme ils ont comme clientèle privilégiée à l'époque, il ne faut pas projeter la situation d'aujourd'hui, des classes populaires, puisque les autres se soignent avec des médecins en ville, la bonne société ne va pas à l'hôpital. Et donc c'est une adéquation entre cette géographie hospitalière périphérique et finalement le fait que les classes populaires parisiennes sont également plutôt présentes dans les mêmes quartiers. Donc il y a une proximité qui est assez fonctionnel d'un certain point de vue.
Une autre question. Moi, je voulais demander si Paris est plus qu'une autre, une ville ou moins, si on peut le savoir, de l'ascension sociale, en fait. Est-ce que ces populations, en combien de générations on peut mesurer? Et est-ce que Paris l'autorise plus que d'autres villes ou non? Il y a une expression célèbre qui est née à l'époque, qu'on appelle « monter à Paris », ce qui est au double sens du terme, c'est-à-dire parce qu'on a la vision de la géographie où Paris est plutôt au nord, donc comme une partie, on l'a vu, de l'immigration vient maintenant de plus en plus du sud. Monter à Paris, c'est évidemment géographiquement aller du sud au nord. Mais il y a aussi, évidemment, si on va monter à Paris, c'est pas pour redescendre, hein, c'est pour éventuellement améliorer sa situation par rapport à celle qu'on connaissait dans son pays natal. Et effectivement, c'est aussi à cette époque qu'on emploie, que naît ou que se développe la notion d'exode rural, c'est-à-dire l'idée que les campagnards en ont assez de vivre dans la campagne parce qu'ils gagnent très peu d'argent, ils sont soumis aux aléas du climat et ils vont tenter leur chance. Bon. Est-ce que ça se traduit réellement dans les faits? C'est compliqué à dire parce qu'il y en a qui montent, il y en a qui descendent, il y en a qui repartent au point où ils étaient. Chacun pourra trouver dans sa famille des exemples d'un cas ou d'un autre, dans des proportions inégales, bien entendu. Il y a eu des tentatives d'analyse statistique, mais on est devant une situation compliquée à Paris à cause de ce que j'ai évoqué au début, c'est le grand incendie de 1871. Comme une grande partie de l'état civil parisien a disparu, vous pouvez remonter jusqu'à une certaine génération, mais après, vous tombez sur un trou, s'il n'y a plus les documents. Donc on peut, moi je l'ai fait pour ma famille ou pour des familles voisines, on voit effectivement des progressions, mais comme on ne sait pas quel était le véritable point de départ à cause de ce trou noir de l'état civil, on n'arrive jamais à être vraiment définitivement sûr que l'échantillon qu'on a est représentatif ou n'est pas représentatif. Et puis d'autre part, il faudrait comparer avec d'autres villes. Est-ce que finalement c'est peut-être plus facile de monter socialement à Lyon ou de monter socialement à Marseille que de monter socialement à Paris, etc. Mais ça demanderait... Enfin, il y a eu des tentatives, mais je veux dire, elles sont toujours insatisfaisantes à cause de ces problèmes de lacunes de source et surtout de la comparabilité des échantillons, parce que Paris offre aussi des types de carrières dont il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Si vous voulez faire carrière au cinéma, c'est pas la peine d'aller à Issoudun, je pense que c'est pas le bon endroit. Si vous voulez faire carrière dans la littérature, on sait qu'au 19e, il faut être à Paris, enfin, tous les romans le disent, etc., etc. Dans la banque, c'est pareil, c'est là où il y a les plus grandes banques, et ainsi de suite. Donc, c'est là où on a le plus de chances de monter le plus haut, mais c'est aussi là où on a le plus de chances de se casser la figure, parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, parce qu'on est dans une ville où il y a des crises majeures. Quand vous êtes un industriel en 70, c'est pas très gai. Vous allez avoir de très très pénibles années pendant plusieurs années. Votre main-d'œuvre va partir. Vous allez être dans une ville en ruine, etc. Donc, vous voyez, selon la conjoncture, on pourra dire oui ou non. Il y a le roman, les romans de Zola sont en permanence sur ce thème. Hein. Un premier roman qui s'appelle La Curée, où on voit le spéculateur immobilier qui est poussé par l'haussmannisation et qui s'enrichit, qui finit par avoir un hôtel particulier, et puis quelques années plus tard, il est ruiné parce qu'il y a le krach de l'immobilier. Dans un roman suivant, il va se lancer dans la banque, c'est pareil, il va avoir des années de très grande prospérité, puis il va y avoir de nouveau un krach. Donc c'est aussi une ville où on passe d'un extrême à l'autre très vite. Donc comment mesurer ce qui est représentatif ou pas ? Comment pondérer de tous ces facteurs? C'est ça la difficulté. Enfin, globalement, on peut penser que si Paris a continué de croître, c'est parce que les gens pensaient que c'était plus intéressant d'y aller que pas. Mais on a aussi tout un phénomène inverse. Il y a des travaux qui ont montré un reflux de gens qui sont dégoûtés, qui repartent dans leur ville d'origine ou qui partent pour la retraite parce que, évidemment, leurs ressources ne leur permettent plus de vivre en ville, et ainsi de suite. Et puis, il y a des gens qui trouvent la solution intermédiaire de la banlieue qui commence à se développer à l'époque que j'ai écrit. Donc, oui, c'est très... Il faut faire un tableau, mais c'est compliqué de vraiment donner une réponse définitive à des questions aussi apparemment simples. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons clore cette première conférence. Merci beaucoup.